Olivier Nuc, journaliste, qui a travaillé aussi aux Inrecuptibles et qui a produit, et c'est comme ça que je l'ai retrouvé, on se connaît depuis 10 ans, on s'est rencontrés dans les festivals de jazz, puisqu'il est responsable de la page musique actuelle au Figaro. Et vous voyez, quand les gauchistes peuvent avoir des amis au Figaro, et il a produit un spectacle magnifique où des jeunes artistes et des moins jeunes chantent Boris Vian. Il en a fait un double CD, il est le producteur de ce double CD qui est extraordinaire. Il y a, je crois, 20 ou 24 chanteurs qui chantent chacun une chanson de Boris Vian. Et ça va de Carla Bruni, oui, à Juliette Gréco, à Jeanne Moreau, et puis Thomas Fersen, etc. Alors, il m'a dit que certains morceaux de ce double CD étaient, à son avis, pas toujours réussis. Il va sortir une version en un seul CD, moins cher, et avec les titres qu'il préfère. Je crois que l'Olivier arrive. Ils arrivent. Olivier Nuc, c'est celui qui a le banjo, mais il ne joue pas de banjo. Et alors, je ne vous ai pas encore parlé de JP Nataf. Je ne sais pas ici s'il y a des gens qui ont 30, 35 ans. Tout à l'heure, on a passé une petite séquence, on la repassera peut-être, où il avait 18 ans, ou 17, et où il chantait avec Les Innocents, un groupe culte des années fin 80, début 90. C'est un groupe qui a vendu jusqu'à 2 millions d'exemplaires. Si, plus. Depuis, JP a changé, Les Innocents n'existent plus, il fait une carrière solo, et ce soir, j'avais pas fini tout à l'heure, gratuit, au Showcase. Et pour nos adhérents, il y a des chaises, parce qu'il y a des gens qui sont venus au Showcase il y a quelques temps et ils ont eu du mal à rester debout, parce que c'est un lieu plutôt rock, mais je vous conseille de venir. Ce soir, JP va chanter les titres de son nouvel album. Ce soir, il ne chante pas du Vian au Showcase. Il y a ici le directeur du Showcase, Eric, là, lève-toi, salut, il est là. Et il y aura des chaises pour nos adhérents, prioritaires. Et son nouvel album s'appelle Claire, et il est passé l'autre jour à France Inter dans l'émission Sur le pont les artistes, et ça n'est pas fini, il commence juste la promo. Je vous dis, il revient de Bruxelles. Bon, voilà. Ça, c'est le programme du spectacle qu'a monté Olivier. Ça, c'est le CD, il va sortir une version simplifiée. Une BD sur Vian qui est sortie. Un bouquin sur Vian, il y en a plein. La Pochothèque a tout réédité Vian. C'est réédité entièrement à la Pochothèque, donc c'est pas cher. Dimanche, à la Fête du Livre, on est en partenariat avec la mairie ici sur la Fête du Livre. Il y a aussi un récital Vian par une chanteuse de Toulouse, gratuit, au Palais Beaumont, à 16h, ou 16h30. Complètement différent de ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a 3-4 musiciens, etc. Bon, je laisse la parole à Olivier donc, et à JP qui va dialoguer avec Olivier et illustrer certains thèmes de la conférence. Merci d'être venu. Bonsoir, c'est assez impressionnant pour nous de vous voir si nombreux là. Merci beaucoup d'être venus, de nous avoir fait confiance. J'espère que vous ne le regretterez pas. Bonjour. Vous allez trouver une place, je pense. Je vais commencer. Nous allons commencer. Oui, des petites assemblées, ouais. Là, c'est un peu, voilà. Et on a fait beaucoup de routes pour vous retrouver, l'un et l'autre, d'ailleurs. Donc, merci. Je vais commencer en vous mettant à contribution et en faisant appel à votre imagination. Je vais vous demander de vous représenter à la fin des années 40, plutôt qu'en 2009, et dans une cave plutôt enfumée de Saint-Germain-des-Prés, rive gauche à Paris, plutôt qu'à Pau sous le soleil, pour poser le décor de Saint-Germain, dont Boris Vian a été une figure parmi les plus importantes. Normalement, je continue à parler. Normalement, tu commences à chanter, là. On arrive directement des années 40, là, on est un peu fatigué. Je
je vais vous demander de la faire plus enfumée, l'ambiance, si vous pouvez, pour qu'on soit dans le... Guincher, les verres qui s'entrechoquent, voilà. Voilà, trompinette, Boris Vian, s'il vous plaît. Merci d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice. Nous sommes au Tabou. Le Tabou, c'est une des caves mémorables de Saint-Germain. Et nous venons d'entendre l'adaptation du standard américain Whispering, qui date de 1920 et qui a donc été adapté par Boris Vian en A si j'avais un franc 50. 1920, c'est également la date de naissance de Boris Vian, donc c'est un morceau qu'il a dû entendre très tôt, puisqu'il est venu à la musique avant même qu'on parle de chansons, par le jazz, bien sûr. Vian et jazz sont deux termes à peu près indissociables. Donc c'est dans les années 30, avec ses deux frères aînés, qui sont tous les deux férus de jazz, qu'il est venu à cette musique. Et il a commencé à jouer de la trompinette, et je le dis volontairement, c'était pas une trompette, c'est une petite trompette, une trompinette, à l'âge de 16 ans. Et c'est avec celle-là qu'il va hanter, n'est-ce pas, les nuits de Saint-Germain-des-Prés, les fameuses folles nuits. Je ne sais pas si ça correspond à des images qui passent derrière. Mais voilà, vous connaissez l'ambiance puisque nous y sommes. Nous sommes au Tabou, rive gauche. En 1943, Boris Vian aborde la chanson en écrivant ses premiers textes justement pour un camarade d'enfance à lui et qui se lance dans la carrière de chanteur sous le nom de Johnny Sabrou. Donc la première chanson qu'il est déposée s'intitule « Au bon vieux temps ». Donc on verra que avant même de chanter, donc Boris Vian a été autour de la musique pendant toute sa carrière, en tant que trompettiste, en tant que parolier, compositeur un petit peu et chanteur ensuite. Donc on va essayer d'aborder tous ces... et directeur artistique à la fin. Merci. On va essayer d'aborder toutes ces étapes en les rythmant avec des chansons. Et en insistant sur un point, c'est qu'il n'a jamais eu un rapport professionnel à la chanson, et tant mieux, et professionnel dans le sens qui pourrait être péjoratif. C'est presque un dilettante, en fin de compte. Voilà. Par rapport à l'écriture de romans qui va lui demander beaucoup de travail, beaucoup d'exigences, et qui va aussi lui apporter énormément de frustration tout au long de sa vie, l'écriture de chansons est une respiration, une récréation, et il va s'investir au point d'en écrire jusqu'à près de 500. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un dilettante qui écrit 500 chansons, c'est un dilettante plutôt éclairé, justement. C'est un titan, c'est un stakhanoviste du dilettantisme. Comment ? Naturellement. Le rêve du compositeur. Il y a aussi un répertoire justement pour la petite chorale de Saint-Germain-des-Pieds en 1947 qui lui commande des chansons avec un certain Paul Brafort. Il va écrire « Les étudiants sont malheureux », la Java du coin de la rue. Il faut se remémorer qu'à cette époque, enfin à notre époque, puisque nous sommes en 1948 à Saint-Germain-des-Prés, vous vous souvenez, beaucoup de gens écrivent des chansons, beaucoup d'auteurs dont ce n'est pas le métier initial, mais Prévert écrit des chansons, Sartre écrit des chansons, Queneau écrit des chansons. Cosma vient de mettre en musique le poème de Queneau, justement, Si tu t'imagines,
qui va devenir un succès assez important et lancer la carrière d'une jeune femme qui s'appelle Juliette Gréco. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Et alors Vian évolue dans cet environnement et on peut imaginer qu'il y a une émulation qui va s'emparer de lui et que l'écriture de chansons comme ça va devenir un jeu. D'autant qu'il rencontre un joueur assez invétéré qui est Henri Salvador dès cette époque. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas travailler ensemble tout de suite, même si nous verrons que ce sera une des collaborations les plus importantes de Vian dans la chanson, et de Salvador aussi. Mais avec son pianiste, un bon pianiste de jazz qui s'appelle Jacques Dieval, dès 1945, Boris Vian compose avec lui des chansons qui vont devenir des succès, notamment pour Salvador, justement. Il y a C'est le bebop et La vie grise en 1950, en 1951. C'est le bebop sera une des chansons préférées d'Edith Piaf, qui la réclame à corps et à cri quand elle va écouter Salvador dans ses tours de chant. Mais Vian et Dieval s'arrêtent assez vite de travailler ensemble, et on verra que Salvador revient très fortement de 1956 à 1959, l'année de la mort de Vian, puisqu'ils ont écrit et déposé, je crois, 80 chansons ensemble, au moins. Donc ça, ce sont les chansons déposées. Oui, justement, en parlant de dépôt, et puisque je te tiens là ce soir, on a réussi à se retrouver. Quand on est musicien, quand on écrit des chansons, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas à l'époque de Vian, est-ce qu'à l'époque des Innocents aussi, il y avait le fameux examen de la SACEM ? Sur iTunes. Mais à l'époque, c'était un vrai examen avec un monsieur qui venait un peu comme le permis de conduire. Quoi. Comment ça se passe alors ? Il vient dans le local de répétition et puis il donne un thème musical. En bas, de tous participer. Parce qu'on voulait signer, on s'appelait les Innocents, on voulait signer les Innocents. Tu l'as passé avec succès. Bon. Alors, l'examen de Boris Vian a lieu le 6 janvier 1951 sur le thème « Pour bercer ma peine ». Donc il va écrire une chanson avec ce titre, qui n'a pas eu une grande carrière, mais en tout cas il a passé l'examen avec succès. Alors nous allons voir qu'après cet examen, et probablement même sans l'examen, il aurait abordé tous les genres qu'il a abordés, depuis la chanson contestataire, protestant comme on dit, le rock'n'roll, et oui, c'est un des pionniers du rock'n'roll en France, le jazz bien évidemment, la chanson de crooner, puisqu'il va adapter Sinatra. Il y a... Oui, des vraies chansons. Ah, des vraies duettes. Des choses pour lesquelles on ne connaît pas forcément. Des chansons pour paquebot, quoi. Des chansons pour paquebot. Bah pour croisière, quoi. Un truc vraiment... Alors, la première grande interprète qui va lui commander des textes, alors c'est un honneur, un signe, en 1950, c'est René Lebas, qu'on a un petit peu oublié qui c'était, mais bon, c'était une grande dame de la chanson, qui lui commande les textes de Sans blague, Ne te retourne pas, Au revoir mon enfance, Suicide Valse, Mon Paris à moi. Et alors, chose rare, Vian va composer la musique de deux de ses chansons, qui sont Sophie et La Valse harmonique, qui sera ensuite reprise par Serge Reggiani. Alors pourquoi événement rare ? Parce que Boris Vian a signé évidemment tous les textes des chansons qu'il écrit, mais très peu de musique, puisqu'il était un peu complexé par rapport surtout à l'écriture de cette époque-là. C'est-à-dire que le niveau est très très haut, hein. La barre est très haute quand même à l'époque, parce que les gens qui mettent en musique... déjà, il y a beaucoup d'interprètes qui ne sont pas eux-mêmes... c'est pas encore l'époque des auteurs, compositeurs, interprètes. Il y a des gens dans le métier auteur, il y a des gens dans le métier compositeur, et d'autres qui sont des interprètes. Donc en général, quand en plus on est un interprète qui a du succès, on prend du haut de gamme, c'est du cousu main. Edith Piaf, on fait appel aux meilleurs, et puis donc se frotter quand même puis il y a aussi aux États-Unis, en fait ça, il commence à y avoir une légitimité de la chanson comme ça, enfin, dans la suite de Broadway, c'est en général des gens qui savent très très bien écrire la musique, qui sont des fantastiques musiciens. Donc c'est vrai que Vian, il sent musicien amateur, par contre c'est un bon auteur, il a fait des bouquins,
il se dit je suis pas au niveau musique, voilà. Mais par contre, il écrit pas sur du papier. Par contre, c'est la différence aussi. Ce n'est pas qu'un auteur, c'est-à-dire que c'est un auteur qui bricole des petites musiques quand même pour prouver que ce qu'il est en train d'écrire, c'est pas de la poésie. Hein. On est dans la chanson. C'est tout de suite de la chanson. Voilà, donc lui, il fait toujours une espèce de petit canevas comme ça, au moins rythmique ou mélodique, mais voilà, qui pense pas être suffisamment sophistiqué par rapport aux canons de l'époque qui sont quand même très très hauts. Donc là, il y a très peu de signatures. Alors une des plus célèbres est celle du Déserteur, pour lequel il a un crédit de co-compositeur. Mais en réalité, je pense qu'il a initié beaucoup de ses mélodies, beaucoup de ses harmonies, mais qu'ensuite il a dit à ses compositeurs, bon, ben, tu prends la signature pour la composition, je garde le texte. On peut imaginer quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un rapport de collaboration très étroite avec ses compositeurs. Le premier, d'ailleurs, avec qui il aura cette grande complicité, bien avant Salvador, c'est Jimmy Walter, qui est le pianiste de cette fameuse René Lebas. Ils vont quand même écrire entre 60 et 70 chansons ensemble, mais vraiment dans la même pièce, main dans la main, c'est-à-dire que les idées fusent, il y a quelque chose, c'est presque indissociable, le texte et la musique dans ces collaborations-là. Et puis à l'époque, on n'enregistre pas. Enfin, on enregistre quand on fait un disque, et puis ça se passe très très vite, parce que voilà, c'est pas comme maintenant, il n'y a pas de dictaphone et tout. Donc oui, on est un peu obligé, heureusement, parce que ça s'est un peu perdu par la suite, de passer du temps d'être dans la même pièce, et puis ça se passe autour d'un piano. Alors les deux autres grands compositeurs de Vian, il y en a d'autres évidemment, ce ne sont pas les seuls, mais ceux avec qui la collaboration était la plus significative sont bien évidemment Salvador et Alain Goraguer. Et Alain Goraguer, nous verrons que ça fait une transition avec Serge Gainsbourg, parce que c'était l'arrangeur des premiers disques de Gainsbourg. Alors on va entendre justement, on parle de Gainsbourg, ça tombe bien, un texte qui a été mis en musique par Gainsbourg, qu'on peut considérer comme un des héritiers les plus naturels de Vian. C'est vrai qu'il a lui-même dit qu'il s'était lancé dans la chanson après avoir vu Vian sur scène. Vian qui avait une attitude tellement différente des codes du music hall de l'époque, parce que c'est une époque où tout est très codifié, c'est le music hall, il y a une façon de se tenir sur scène, etc., de faire du divertissement. On n'appelle pas ça encore de l'entertainment, mais on est là-dedans. Et Vian, il affirme quelque chose de très sec, de très froid, de très percutant. Scène, lui, pour défendre ses chansons, il va se passer un peu de temps. Oui. Voilà. Mais par contre, effectivement, ça va décomplexer derrière quelqu'un comme Gainsbourg, et puis par la suite, ça va un peu aussi dessiner le portrait du anti-héros par rapport au crooner d'avant, qui était toujours quelqu'un d'assez séduisant et tout ça. Voilà, c'est la porte ouverte vers. Il peut y avoir des mecs avec des physiques un peu particuliers, et sans effort de séduction auprès du public, comme ça. Donc, Gainsbourg s'est engouffré dans cette brèche-là, et quelques années après la mort de Vian, en 62, je crois, Jacques Canetti, sur lequel on reviendra largement, confie ce texte à Gainsbourg, lui dit fais-en une musique. Alors, chose étonnante, bon, ce n'est pas une chanson au départ, c'était un poème de Vian. C'est encore une époque où la poésie et la chanson sont vraiment encore voisines. Voilà. Maintenant, la poésie, ça n'intéresse pas grand monde. C'est des petits recueils qui sortent chez un compte d'auteur ou chez des petits éditeurs. À l'époque, quand même, voilà, c'est encore de la matière à musique, quoi. Brassens, tout ça, enfin, ils ont Ferré, c'est facile, quoi. On écrit des chansons, mais on va aussi piocher parce qu'il y a des trucs qui ont été écrits qui sont déjà magnifiques, et puis pourquoi se priver de ce plaisir? Ce sont encore deux arts voisins, c'est vrai qu'ils ensuite vont se... Et puis Gainsbourg, il y a un truc, c'est qu'il est adoubé par Vian aussi. Ça va être un truc qui va lui permettre aussi de se lancer un peu plus confiant. C'est que Vian, avant de mourir, va lui Vian avait écrit les notes de pochette du premier album de Gainsbourg en disant voilà, un jeune homme très, très talentueux, je vous recommande d'acheter ce disque. Enfin, il a poussé. Peut-être que lui-même le reconnaissait comme son héritier naturel. Peut-être qu'il sentait qu'il allait laisser la place. En tout cas, le premier Gainsbourg c'est 58 et la mort de Vian 59, donc on est vraiment, voilà, il y a une vraie succession. Alors là, pour revenir à cette chanson, c'est donc Gainsbourg qui l'a mis en musique, mais ce sera Serge Reggiani qui va la créer, l'enregistrer pour la première fois, pour un disque fait chez Canetti d'ailleurs. C'est bien ça, hein, dans l'ordre, on est... Avec en introduction de cette chanson quelques lignes de Prévert, justement, qui est le voisin de Boris Vian. Ils occupaient, il y avait une terrasse commune, Cité Véron, à Paris, dans le 18e, derrière le Moulin Rouge, avec donc l'appartement de Vian, et en long l'appartement de Prévert, et c'était une cohabitation plutôt sympathique et harmonieuse. Une belle concentration, quand même. C'est une belle concentration d'écriture, on peut dire.
te souviens que tu fais l'intro. Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur mes os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ça sera une impression fausse. Car il me manquera mon élément plastique, plastique, tic, tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidules, mes mollets, mes rotules, mes cuisses, mon cul, sur quoi je m'asseyois, mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux cérules, mes couvres mandibules, dont je voue pour les choix mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon rable, tous ces riens admirables qui m'ont fait apprécier des duquets, des duchesses, des papes, des papesses, des années, des années, et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie. Les os tout verts, le crâne venteux, ah comme j'ai mal de devenir vieux. Bon, vous aurez constaté la différence de tonalité entre la première chanson qui a été chantée ce soir, à Si j'avais un franc 50, et Quand j'aurai du vent dans mon crâne. On est dans un registre beaucoup plus grave, beaucoup plus triste, beaucoup plus mélancolique. Alors, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'il a été retrouvé après la mort de Vian par sa veuve dans l'appartement, consigné dans un carnet où il y avait toutes ces chansons qui tournaient autour de la mort. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, Je voudrais pas crever, qui est devenu le titre de ce recueil de textes, qui a été donc publié post-mortem. Et Je voudrais pas crever, qui est un texte vraiment de la même inspiration, a également été mis en musique plusieurs fois par Lavilliers l'a mis en musique, le groupe Eiffel, un groupe de rock, ou les Têtes Raides. Et ça continue. C'est-à-dire que la famille Vian considère qu'on a le droit, après autorisation, de mettre en musique comme ça, et on y reviendra, des textes qu'il avait écrits, sans forcément les destiner à des chansons, peut-être qu'il n'avait pas le temps de les compléter. Donc pour que ça continue de vivre. C'est un sujet qui a bien cerné quand même la mort. Et il a su en faire quelque chose de pas dramatique, de pas. Il y a toujours de l'humour. Ouais, il a vraiment tourné autour. Il y a une sorte d'humour noir, il y a une sorte des choses qui ont été reprises dans le cinéma, même après. Je trouve qu'il y a une vraie légèreté dans la façon de l'aborder. Et en se mettant lui-même en abîme, parce que je pense qu'il avait de constitution fragile et il disait qu'il ne ferait pas de vieux os. Donc voilà, il y a une sorte il en a joué très élégamment. De manière pudique aussi, parce que le fait qu'on ait retrouvé ces textes après sa mort, comme ça, c'est-à-dire qu'il cachait un petit peu cet aspect-là. Il n'y a jamais chez lui un désir de se faire plaindre, de dire voilà, je souffre, alors qu'il se savait condamné à mourir jeune, puisqu'il avait une maladie cardiaque qui était inopérable. Et j'ai parlé avec son fils qui m'a dit à quelques années près, il aurait pu survivre, parce qu'on a trouvé l'opération peut-être 3 ou 4 ans après sa mort. Donc c'est vraiment
tout a été concentré sur peu d'années. Ça explique aussi peut-être les 500 chansons écrites comme ça, alors quand on meurt à 39 ans, c'est incroyable. Mais voilà, le temps était compté, donc il fallait faire beaucoup de choses. Et donc il écrivait tous les jours des tas de choses, et il avait des tas de projets avec des tas de gens, et c'est peut-être... Voilà. Ouais, il a eu plusieurs vies. Plusieurs vies en une très courte, ce qui est quand même assez fascinant. Donc, comme je disais au départ, Boris Vian écrit des chansons, mais c'est pas encore le domaine dans lequel il est le plus investi, le plus concentré. Ça va le venir par défaut, justement, à cause de ses problèmes de santé, puisqu'en 1950, il va être contraint par un médecin qui lui trouve des œdèmes pulmonaires à répétition, à arrêter tout simplement de jouer de la trompette. Donc, il ne peut plus aller dans les caves enfumées de Saint-Germain-des-Prés, jouer toute la nuit, puisque ses poumons, son souffle ne suivent pas. Donc on imagine que c'est peut-être la première grande souffrance de sa vie de musicien, c'est quand on est condamné comme ça à ne plus pouvoir s'exprimer. Et peut-être que par défaut, en 1950, il a 30 ans, c'est un âge un peu charnière aussi pour lui, dans la mesure où il commence à renoncer à avoir du succès en tant que romancier, puisqu'il a publié plusieurs livres qui n'ont pas marché, qui ne le font pas vivre. Voilà, il continue d'être ingénieur la journée pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir vivre. Tout simplement, ses livres ne trouvent pas d'écho. Il y a eu un scandale énorme aussi, un livre qui a très bien marché, mais peut-être pour les mauvaises raisons, c'est « J'irai cracher sur vos tombes ». C'était une farce au départ, puisqu'il voulait faire un coup éditorial avec un éditeur qui lui a dit on n'a qu'à imaginer que tu vas traduire un polar américain sous un pseudonyme, donc il part dans l'histoire parce qu'il ne va pas mesurer les conséquences que ça peut avoir, mais on est quand même dans la France des années 50, les mentalités étaient moins avancées qu'aujourd'hui, et donc ils s'amusent tous les deux. Lui écrit très vite un polar comme ça, il va signer Vernon Sullivan, traduction de Boris Vian. Alors c'est un polar qui respecte vraiment les codes du polar américain de l'époque, et Boris Vian est un très grand connaisseur de la culture américaine, notamment le jazz, le polar, le cinéma. Ce qui est fascinant, c'est qu'il est bilingue, il a traduit énormément d'auteurs. C'est lui qui a traduit Raymond Chandler, Le Grand Sommeil, c'est une traduction de Boris Vian. Il a traduit des chansons, et il avait une grande culture de ce pays, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. C'est assez fascinant. Boris Vian n'est jamais sorti de France, alors que c'était une des têtes de pont de la culture américaine en France. C'est peut-être une autre époque aussi où on ne prenait pas l'avion aussi facilement. On ne pouvait pas faire Los Angeles Po comme ça, comme je l'ai fait aujourd'hui. Il y a RG aussi qui des bandes dessinées qui parlent du monde entier sans jamais bouger de son bureau. Ouais, c'est vrai. Il vient de Bruxelles, d'où tu viens aussi. Exactement. Aujourd'hui. Voilà, oui. Qu'est-ce que j'allais dire là ? Oui, on parle de nous, mais en fait, c'est pas du tout le sujet. Non. Donc la supercherie, j'avais craché sur vos tombes au départ, c'est une blague, c'est un peu léger, ça va devenir assez sinistre, puisqu'on va vraiment le traîner dans la boue, on va l'accuser de pornographie, presque, pour ce texte. Enfin, pas presque, d'ailleurs, on va l'accuser de pornographie, parce qu'il y a des scènes assez crues, mais bon, c'est le genre littéraire qui l'exige. Et ça devient un petit peu sa croix, ça va devenir jusqu'à la fin de sa vie, voilà, c'est l'affreux responsable de ce texte scandaleux, qui va tout à coup comme ça obscurcir tout le reste de sa production romanesque, qui est pas du tout dans cette veine-là, même s'il va publier d'autres romans sous le nom de Vernon Sullivan, il va continuer, et on tuera tous les affreux, les morts ont tous la même peau, et le quatrième, j'ai un trou de mémoire, c'est le jet lag, ça va revenir. Et cette histoire cette croix le poursuit jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est mort justement pendant la projection du film adapté du livre, et un film que je vous déconseille absolument de voir, parce que, il est mort pendant, peut-être aussi parce que c'était très mauvais, et très justement, c'était juste le côté caricatural du truc. Donc ça va l'accompagner, c'est une espèce de boulet comme ça. Donc le rapport qu'il a avec la littérature dans ces années-là est quand même assez torturé, assez douloureux. Il fait une pause, il met ça entre parenthèses, il ne cessera jamais d'écrire en prose, mais pour le moment, c'est la chanson qui va devenir une de ses activités principales, avec aussi l'objectif d'essayer d'en vivre un petit peu. Donc entre 1950 et 1953, il en écrira une cinquantaine en tout, et en 1954, les choses s'accélèrent, poussé par l'insuccès de L'Arrache-Cœur l'année d'avant. L'Arrache-Cœur, qui est ce très beau roman poignant et quasi autobiographique, qui n'a pas du tout fonctionné. Il commence à écrire énormément de chansons. En 1954,
c'est 60 chansons qui sont déposées, ce qui est plutôt pas mal. 60 chansons par an, c'est pas mal. Ouais, moi je fais ça sur 30 ans. Non, c'est des rythmes. Mais bon, cela dit, on est aussi dans une époque où il n'y a pas l'industrie du disque, c'est encore quelque chose de tout petit. C'est un artisanat presque. Oui, donc on peut écrire des chansons, elles ne seront pas forcément enregistrées. Il y a pas, là, c'est un peu le contraire. Le système fait que les artistes deviennent des fournisseurs. On leur dit tout à coup, il faut faire un disque, Coco, il faut que tu fasses 14 chansons là. Donc là, c'est encore les artistes qui décident. Et donc lui, voilà, il a la plume facile, il a envie de rebondir sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui est super à l'écoute de tout. Donc je pense qu'il réagit très très vite, comme nous quand on écoute la radio le matin, si on se disait tiens, oui, je rebondis sur cette info là, et lui il fait une chanson. Voilà. Bon, c'est Boris Vian aussi. Hein. C'est souvent d'un premier jet d'ailleurs que naissent les chansons. Hein. C'est comme ça sur un coin de nappe où il y a énormément de. D'où ces chansons presque inabouties, cette écriture comme ça jetée très. C'est pas une écriture chichadée, c'est pas Brassens, mais par contre c'est quand même il y a déjà énormément de choses. C'est comme des brouillons, mais quand même avec qui sont déjà bien plein d'idées, plein de choses assez rigolotes, de jeux de mots et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas ciselé, c'est pas un ciseleur, c'est quelqu'un qui fait qui est dans l'énergie de l'écriture. Fait des croquis, ouais. Alors on parlait de scandale, il y a eu de scandale avec J'irai cracher sur la tombe, mais il y a aussi une chanson qui va faire scandale, qui est probablement la plus célèbre de toutes, qui est Le Déserteur, une chanson de 1954. Donc on ne va pas, JP, tu ne vas pas la chanter, on ne la fait pas. On a peur des représailles, on n'a pas envie d'aller en prison. Non, mais tout le monde la chante, tout le monde sait la chanter. Voilà, tout le monde l'a apprise à l'école, cette chanson, non? Qui l'a apprise à l'école? Non. Bon, soit vous avez été très, très dissipé à l'école. Bon, mais en tout cas, vous revenez à la fac, donc c'est bien. Donc cette chanson a été déposée le 15 février 1954. On est en plein contexte de la guerre d'Indochine. Devant les forces françaises ont essuyé une défaite absolument mémorable à Dien Bien Phu. Donc aller en rajouter une couche comme le fait Vian, c'est assez mal perçu. Alors c'est pas lui qui va la chanter, c'est Mouloudji qui d'ailleurs atténue un peu le propos et adoucit le texte comme ça. Mais Vian va être aussi attaqué. On va le charger d'un tas d'accusations. On va dire mais vous seriez pas un peu communiste? Vous, Boris, c'est un nom russe, ça, un prénom russe, donc vous êtes communiste, donc forcément vous êtes un agitateur. Donc voilà, ce genre de raccourci. Pourtant, lui se défendait d'être antimilitariste, il se disait violemment pro-civil, donc ce qui est une nuance de taille. Mais il a quand même été victime d'un certain harcèlement de la part des anciens combattants. Alors là aussi, c'est amusant, parce qu'il y a un vrai parallèle avec Serge Gainsbourg, qui, 25 ans plus tard, en 1979, quand il adapte cette chanson dont j'ai oublié le titre, la Marseillaise, je crois, c'est ça. En même temps, quand Gainsbourg l'adapte, il sait que Vian l'a fait 25 ans avant. Oui, donc il est vraiment là aussi. On est dans Vian, il y a un côté franc-tireur quand même à chaque fois. Je crois qu'il s'en fiche, il a un courage terrible. Ah oui, il est dans le travail, dans les prises de position. Son image, c'est quelque chose dont il a complètement. Oui, et sans la coquetterie qu'ont plus tard d'autres chanteurs par rapport à leurs engagements ou leurs provocations, parce qu'il y a les médias, tout ça à l'époque. C'est pas mis en scène. Ouais, c'est pas mis en scène. Il n'est pas sur un plateau de télé et puis il fait pas un coup d'éclat. Il s'engage vraiment dans son travail, quoi. Donc. C'est très légitime et puis c'est tout lui, quoi. En tout cas, les anciens combattants, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont harcelé Gainsbourg, mais vont manifester bruyamment, essayer de l'empêcher de chanter dans les années 55-56 quand il fait son tour de chant. Alors on a trouvé, en préparant cette conférence, n'est-ce pas, une chanson assez méconnue, mais qui est dans la même veine politique de Boris Vian. Qui synthétise justement le politique. Elle est peut-être plus. Elle est moins précise, elle pourrait avoir été écrite au Chili en 74. Elle est moins reliée à un événement particulier de l'histoire, en tout cas. Ouais. Mais c'est la même thématique. Et je crois qu'il y en a eu encore une ou deux comme ça dans ce style-là. Celle-ci, c'est Mouloudji qui l'a mise en musique et interprétée aussi. Et vous allez l'entendre tout de suite. Le politique. Ils ont sonné à ma porte, je suis sorti de mon lit.
Ils sont entrés dans la chambre, ils m'ont dit de m'habiller. Le soleil par la fenêtre ruisselait sur le plancher. Ils m'ont dit mets tes chaussures, on chantait sur le palier. J'ai descendu l'escalier entre leurs deux uniformes, adossé à une borne, un clochard se réveillait. Ils me donneront la fièvre, la lumière dans les yeux. Ils me casseront les jambes à coups de souliers ferrés. Ils m'ont emmené là-bas dans la grande salle rouge. Ils m'ont parqué dans un coin comme un meuble, comme un chien. Ils m'ont demandé mon âge, j'ai répondu 27 ans. Ils ont écrit des mensonges sur des registres pesants. Ils voulaient que je répète tout ce que j'avais chanté. Il y avait une mouche sur la manche du greffier qui vous a donné le droit de juger votre prochain, votre robe de drap noir ou vos figures de deuil. Remis dans la cage, ils reviennent tous les jours. Ils veulent que je leur parle, je me moque des discours, je me moque des menaces, je me moque de vos coups. Le soleil vient à 7 heures m'éveiller dans mon cachot. Un jour avant le soleil, quelqu'un viendra me chercher. On coupera ma chemise, on me liera les poignets. Si vous voulez que je vive, mettez-moi en liberté. Si vous voulez que je meure, à quoi bon me torturer? Car je ne dirai rien, je n'ai rien à vous dire. Je crois à ce que j'aime, et vous le savez bien. Et vous le savez bien. Donc là, c'est encore un autre aspect du répertoire de Vian. On a essayé de montrer la diversité dont il était capable, et je pense que voilà, c'est assez parlant avec cette chanson c'est presque Dylan, 10 ans avant Dylan en fait. Ouais. Cette écriture-là, assez précise, c'est Blowing in the Wind un peu. C'est toutes les chansons, les protestants aussi, sud-américaines, grecques. C'est un peu le prototype de la chanson d'un artiste dans un pays en dictature. Voilà, c'est pareil, c'est une première. Alors, pendant des années, Vian écrit et fournit beaucoup de textes pour d'autres interprètes, mais il n'était pas question du tout qu'il les chante lui-même. À l'origine, il aura fallu toute la détermination et l'insistance de Jacques Canetti pour qu'il le fasse. Alors Jacques Canetti, c'est un grand directeur artistique qui est responsable donc a lancé quelques carrières assez belles, Reggiani, Greco, Brassens, Brel, quelques autres encore, on ne va pas tous les citer, mais voilà, c'est quand même une espèce de
référence comme ça de la chanson française de cette époque-là. D'autant qu'il possède une salle, boulevard de Clichy, qui est le théâtre des Trois Baudets. Il met ses artistes à l'affiche de la salle pour les tester véritablement. Et il va envoyer Vian, qui est voisin, ça tombe bien, il est sur le même trottoir quasiment. Et Vian va commencer à être interprète là-bas. Et Canetti est très observateur. C'est quelqu'un qui était à la recherche de nouveaux talents et de nouvelles écritures en permanence, à écouter très attentivement les textes que Vian avait écrits pour d'autres. Et il est allé le voir un jour en 1954. Il lui a dit, écoute, c'est très bien tout ce que tu écris, vraiment, c'est formidable, mais je crois que tu es encore la personne la mieux placée pour les interpréter. Alors Vian est très réticent au départ, et il ne considère pas du tout que c'est sa place de chanter. Et pourtant, il commence à prendre des cours, il se dit peut-être qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là, d'autant que, je vous le rappelle, il est interdit de trompette et de trompinette à vie. Donc il se prend au jeu comme ça, et au départ il pense même s'accompagner à la guitare, et puis non, il renonce parce que c'est déjà assez de travail des cours de chant, d'autant que les mélodies qu'il va chanter n'ont rien d'évident pour un non-chanteur comme lui. C'est quelqu'un qui n'aura jamais une grande technique de chant. Pourtant il a un timbre original, et en tout cas c'est vrai, Canetti avait raison, c'est le mieux placé pour donner corps et donner vie au texte qu'il écrit. C'est vrai, c'est pas un immense chanteur, Vian, c'est pas... Ouais, mais personne pourrait chanter ces chansons-là comme ça. Enfin, elles ont été chantées après, mais ça a forcément moins de cachet. C'est aussi le moment où effectivement il y a une prise de pouvoir des auteurs, compositeurs, interprètes, pas forcément compositeurs, mais en tout cas où on se dit tiens, j'ai un truc à dire, peut-être qu'en le chantant, on va dire après que Gainsbourg sait pas chanter non plus. Gainsbourg chante très 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 bien. C'est une vraie transition ces années-là. Ils n'ont pas les registres. Oui, avant on demandait à un chanteur d'avoir du registre, d'avoir du coffre, d'avoir quelque chose. Mais ou alors d'être Jean Sablon, d'avoir une douceur, tout ça. Mais il y a quand même toujours un côté technique. Et en réalité, après, Vian à sa manière montre qu'avec un instrument, comme jouer sur une guitare un peu qu'on a trouvé dans une brocante, quoi. C'est pas très grave si on sait l'amener quelque part, on peut faire mettre une émotion. Et c'est vrai que moi, par exemple, toutes les chansons que Vian a chantées, j'ai du mal à aimer d'autres interprétations. Je trouve que les siennes sont très très justes, quoi, parce qu'il y a le ton, parce qu'il sait ce qu'il veut dire. Ah oui, c'est exactement où mettre l'intention, etc. Donc, pour ce qui concerne la scène, comme je le disais, là pour le coup, ça va être beaucoup plus compliqué de le convaincre de monter sur scène tous les soirs, mais il va y aller, même s'il est extrêmement angoissé. Du coup, ça devient par défaut un personnage comme ça, une espèce de posture, alors que ça ne l'est pas. Il passe pour quelqu'un de très froid, très arrogant, très méprisant. Pas du tout. Il est extrêmement timide et il est très mal à l'aise. Du coup, statique, comme ça, assez glaçant. Et le public va prendre ça pour de l'agressivité. Vraiment, ce type tout blanc, habillé comme un clergyman, tout en noir, comme ça. Il y a un côté vampire même dans sa stature, dans sa silhouette. Il y a même des gens, on a retrouvé des comptes rendus dans lesquels des gens du public disaient que ça n'aurait pas été pire s'il avait tourné le dos, tellement il affichait une morgue comme ça impressionnante. Donc il y a juste, c'est très rudimentaire en plus, il est debout, il y a une poursuite sur lui et juste un pianiste dans un coin. Alors dans un premier temps c'est Jimmy Walter, comme je le disais, ensuite ce sera Alain Goraguer. Et ce tour de chant qu'ils vont rôder pendant 18 mois en tout est quand même accueilli de manière assez tiède, avec des chansons plutôt violentes et directes, et Vian n'y va pas par quatre chemins, il y va, il interprète ça. Voilà, il exécute véritablement au sens propre ses chansons. Alors le tour de chant commence le 4 janvier 1955 aux Trois Baudets avec les titres suivants. Alors ce sont tous des tubes justement, et le mot est de lui, l'expression est de lui, c'est lui qui a imposé l'usage de ce mot tube pour remplacer celui de saucisson, parce qu'avant une chanson qui passait beaucoup à la radio, c'était un saucisson. Boris Vian trouve ça complètement absurde et il dit je vais trouver plus absurde encore, parce qu'il n'y a aucune explication pourquoi un tube. Il dit pourquoi, parce que ça sonne mieux que saucisson, et c'est vrai. Et on utilise encore ce terme. Mais qui est en l'occurrence très très raccord avec son statut de faiseur de chansons, c'est-à-dire que aussi... oui, il y a le côté fabrication. Ouais. Non, mais c'est que le son importe autant que le sens aussi, c'est-à-dire que par moments il y a des facilités dans les textes de Vian qui ne vouent pas un culte absolu au sens ou à la prosodie telle qu'elle est, un peu classique comme ça. Quand je dis « chiate pas », c'est effectivement quelquefois voilà, il va tourner autour de deux phrases qui sonnent bien, on sent qu'elles sont pas complètement... Voilà. Ça a été fait un peu à la va-vite, mais parce que je pense qu'il y a de la musique déjà quand il écrit, quoi. Il a la musique en tête. Les mots sonnent bien chez Vian, c'est très très évident, quoi. C'est très facile de prendre
de lire un texte de Vian et puis de dire ah bah oui, c'est très musical, quoi. Et c'est là qu'il sépare vraiment l'écriture des chansons de l'écriture des romans. Pour le coup, il est beaucoup plus dans une langue, faut fouiller, rechercher, etc. C'est complémentaire probablement. Alors les tubes qu'il interprète en alternance, parce qu'à l'époque, c'est très court, c'est entre 3 et 5 chansons par soir, parce que ce sont des affiches comme ça où vous avez un acrobate, après un chanteur, enfin c'est voilà, les 3 baudets, c'était... Et il était jamais en haut de l'affiche, Vian, mais il fait Bourrée de complexe, cinématographe, La complainte du progrès, Le déserteur, évidemment. J'avais des bombes atomiques, Je bois, Les joyeux bouchers, Je suis snob, On n'est pas là pour se faire engueuler, et Le petit commerce. Donc c'est quand même un répertoire assez conséquent. C'est ironique de se dire que ça a été mal reçu à l'époque, alors qu'aujourd'hui ça fait partie probablement des chansons les plus reconnues du répertoire français. Mais Vian s'accroche, et d'une certaine manière, plus le public est réticent et plus il a envie d'aller les chercher. Et il dit voilà, je suis allé les chercher avec mes bouquins, mes romans, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je vais aller les chercher avec mes chansons, je vais les agripper. Donc il est vraiment résolu à ce qu'il se passe quelque chose, à ce qu'on l'écoute. Canetti l'encourage, puisqu'il lui dit voilà, il faut continuer, ça finira par payer. Il va même l'envoyer sur les routes, et il fait une tournée d'été absurde. Tournée d'été, Boris Vian, tournée des plages. Bon, Annecy, il n'y a pas de plage. Biarritz, oui, Bayonne. Je ne sais pas s'il est passé dans la région. On ne sait pas s'il a bronzé. On ne sait pas s'il a bronzé. On ne sait pas si voilà, il y a eu des. On n'imagine pas du tout de position bronzée. Voilà, c'est difficile. Pourtant, il y a eu cette tournée d'été, et avec des allers-retours à Paris. Jusqu'au 29 mars 1956. Pourquoi le 29 mars 1956 ? Tout simplement parce qu'il a été victime. Il est victime très rapidement d'un grave œdème pulmonaire à nouveau. Et là, le verdict du médecin est implacable. C'est voilà, plus de scène. Donc on est en 56, 6 ans avant. Je ne sais pas si c'était le même médecin, mais en tout cas, le médecin avait eu le même discours. C'était plus de trompette. Là, c'est carrément plus de chant, plus de scène. Donc en tout, il aurait été chanteur actif pendant moins de 15 mois, entre début 55 et début 56. Donc il va se venger véritablement, il ne peut plus chanter, et il va redoubler d'efforts pour écrire les chansons et pour les diffuser le plus largement possible auprès d'interprètes. Et c'est le moment auquel il renoue avec Henri Salvador, et ils vont tous les deux composer un répertoire absolument énorme, et pour le coup très varié. Il va utiliser le côté caribéen de Salvador pour l'emmener vers des choses de la farce, un répertoire très léger, et aussi il y a tout un tas de trucs. Je voudrais juste revenir sur le fait qu'il a chanté que 15 mois, et les titres que citait Olivier tout à l'heure, qui sont donc l'équivalent de l'album qu'on trouve dans le commerce, il y a des gens qui mettent 20 ans à faire ça, et ça s'appelle un best-of, et c'est vraiment une compilation de leurs meilleures chansons. Lui, il a chanté juste 15 mois toutes ces chansons-là, et donc ça laisse juste rêveur d'imaginer s'il avait chanté 10 ans, ce qu'on aurait écouté. C'est très impressionnant. Tout est concentré chez Vian. C'est vrai, il y a ce côté, cette urgence permanente comme ça. Donc avec Salvador, non seulement ils vont faire des chansons qui exploitent le côté un peu farce de Salvador, mais ils vont aller bien plus loin dans la farce, parce qu'on est en 56. Ils ont un bon copain qui est Michel Legrand. À cette époque-là, Michel Legrand est le directeur d'orchestre de Maurice Chevalier. Et Maurice Chevalier est un des rares chanteurs français connus aux États-Unis à l'époque. Depuis, on a eu Aznavour, et puis c'est à peu près tout d'ailleurs. Mais en tout cas, Maurice Chevalier vient de faire une tournée aux États-Unis, et Legrand rapporte des disques qui marchent très bien là-bas. Il vient, il va voir frapper à la porte de Vian. Il dit écoute ce mec-là, tous les Américains en sont fous. C'est un certain Elvis Presley. Ah bon, alors en France, on a toujours 2 ou 3 métros de retard. Donc on n'a pas encore digéré Elvis Presley. On sera les derniers à digérer les Beatles, quand même, il faut le savoir aussi, 10 ans après. Comment ? D'accord, pardon. Je reviendrai au... Lapin. Ça va ? C'est des noms de code, excusez-nous, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Oui, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Là, quelquefois, il digresse comme ça, et je digresse, sur la page d'après. Je m'emporte. Et moi, j'ai plus du tout la chanson qui correspond Mais là, on reviendra, t'inquiète pas. Je sais comment... Non, mais moi, c'est facile aussi, tu sais. On n'est pas obligé de faire toujours pareil. Non, c'est vrai. Donc Michel Legrand revient avec ses disques,
Et puis Canetti, toujours lui, dit écoutez les gars, faut vous mettre au boulot. Ce truc a l'air de bien marcher aux États-Unis, le rock'n'roll. Alors, ils ont tous un regard assez méprisant, enfin une oreille plutôt assez méprisante sur cette musique. Ce sont tous des gens qui viennent du jazz et d'une musique plus sophistiquée avec de beaux accords. Là, tout à coup, c'est quelque chose de très rudimentaire. Pour eux, c'est de la blague. Ils vont faire ça au 4e degré. Ils prennent un pseudo pour Salvador, c'est Henry Cording, et c'est Rock'n'Roll Boys. Et en une après-midi, ils vont écrire 4 chansons. Va te faire cuire un œuf, man, Rock'n'Roll Mops, Rock Hockey et Dis-moi que tu m'aimes rock. Alors tout ça va très bien marcher, mais comme on est en France, ça va marcher au 1er degré et pas au 2e degré. Donc ils vont tous être très malheureux, se dire mince, personne n'a compris ce qu'on voulait faire et on ne les reprendra plus. Alors le pseudo de Vian pour faire ça, c'est Vernon de Sinclair. Michel Legrand, c'est Mick Bike, un jeu de mots sur Mick, Big Mike. Et en recording, voilà, la traduction est simultanée, vous aurez compris. Alors on a retrouvé, et là je retrouve, j'enchaîne, tu vois, parce que c'est une époque où Vian, 56, c'est une des années où il est le plus prolifique, et il y a énormément de chansons qu'on ne connaît pas, qui n'avaient jamais été mises en musique, parce que même Salvador n'allait pas assez vite, et probablement Goraguer non plus. Il allait 2 fois plus vite que ses collaborateurs, il écrivait des choses comme ça, un peu tout seul, avec on appelle ça aller plus vite que la musique. Voilà. C'est d'ailleurs l'expression est de lui aussi, d'ailleurs, comme le tube. C'est vrai ? Non. J'ai cru que tu me réservais une espèce de parade secrète, un truc qu'il n'aurait jamais dit pendant 2 ans, puis de la gueule. Je m'attends à tout. Hein. Parce que moi, tu vas voir, j'ai un élément nouveau par rapport à Oula. Et donc il en écrit énormément, et parmi ces chansons, il y en a finalement très peu qui vont être mises en musique et connues. Il y a celle-ci là, qui est dans un domaine, dans un registre à la fois. Pareil, c'est double registre. Alors chez Vian, on est souvent sur 2 registres en même temps. On l'a vu tout à l'heure avec Quand j'aurai du vent dans mon crâne, qui est une chanson assez tragique, mais avec un ressort comique quand même dedans et des choses un petit peu. Là, à la fois, on est dans le registre du bon vivant, parce que c'est une chanson qui parle de bien manger, et avec une connotation sociale derrière. C'est à peu près ça, on peut dire. La chanson que tu vas faire maintenant. D'accord. Et d'ailleurs, tu ne vas pas te contenter, enfin là tu vas te contenter de la chanter ce soir, mais c'est aussi une chanson dont tu as composé la musique. Oui, à l'époque où je travaillais avec Boris. Voilà. Tu peux nous raconter, 1956, donc vous reveniez de la plage, c'est ça, c'était la tournée d'été. Voilà, on a fait un petit gueuleton et on va faire une chanson qui parle de nourriture. Comment on fait pour collaborer avec Boris Vian ? Voilà, alors ça c'est un peu grâce à Olivier, enfin grâce au fait qu'on nous a proposé un jour de faire cette conférence et moi je lui ai dit oui d'accord banco, parce que j'aime bien dire oui d'accord banco, et donc il me dit au boulot Coco, et il me donne un gros livre avec toutes les chansons de Boris Vian. Combien donc 700 500 par là. Enfin, un truc, une somme, une bible, un truc incroyable. Et réfléchis à ce qu'on pourrait jouer, voilà, pour illustrer la carrière de Vian. C'est pas évident de réduire, voilà, de trouver 6-7 chansons parmi 500, c'est pas évident. Donc voilà, j'étais en train de chercher, je regardais, je disais telle époque, une chanson plutôt politique, une chanson comme ci, une chanson comme ça. Et puis en tournant les pages, quand même, je me rends compte que plein de fois il y a un titre de chanson, et puis il y a marqué paroles de Boris Vian. Et pas de musique. Et pas de musique de rien. Et j'en trouve comme ça des pelletés. Et je dis à Olivier, mais c'est quoi toutes ces chansons, elles sont où ? Il me dit, c'est des chansons qu'il écrivait, qu'il déposait, et qu'on pas trouvé, sur lesquelles personne n'a fait de musique, donc qui sont orphelines. Et voilà, alors moi j'en ai relevé toute une série, parce que je me suis dit, si un jour je suis vraiment en panne, je pourrais toujours faire un album, je sais pas, enfin les mettre en musique, et puis ça pourrait être une idée rigolote, donc j'avais mis des post-it comme ça. Et voilà, puis un jour j'ai commencé, j'étais en train de m'escrimer sur les autres chansons, sur celles que j'arrivais à chanter, pas chanter, tout ça. Et puis à un moment j'ai pris le premier texte qui venait, c'était à B, donc après, parce qu'il en reste beaucoup après. Et j'ai fait une petite musique et je me suis rendu compte que c'est très 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 facile de faire une musique sur du Boris Vian. Parce que c'est déjà... le cadre c'est tellement des chansons, même s'il n'y avait pas de musique. En réalité, je comprends que tous ces gens aient pris du plaisir à le faire, parce que c'est évident. On les lit, puis on commence à chanter, quoi. Eh bien... Eh ben ouais. Donc ça s'appelle La balade du lapin. Bon, en même temps, il l'a jamais entendu, si ça se trouve, il aurait honte. Oh, les harençors seront perdus demain, et les concombres ne vaudront plus rien. Mais toi, tu t'en laves les mains. Oh, ça me rend fou, le frigidaire est plein.
Je t'avais acheté du vin divin, la mayonnaise a du chagrin. Tu m'avais bien promis ta présence pour ce soir, mamie. J'avais fait du gratin, des champignons si fins, du salami. Oh, j'ai eu tort de croire à ton appétit. Cet appétit était petit, petit. Tu n'es pas venu, salami. Tu n'es pas venu, salami. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Les escargots, la lame aux yeux silencieux rentrent chez eux. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Les salsifis, tout déconfits, nourris, confits, tous leurs soucis. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Les fraises des bois noient leur chagrin dans le kirsch et le romarin. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, salami. Hélas, Carole. Tu n'es pas venu, salami. Hélas, Carole. Tu n'es pas venu, salami. Hélas, Carole. Tu n'es pas venu, salami. Hélas, Carole, à l'huile d'olive a pris la pâleur de l'endive. Oh, tout est gâché, vraiment, je n'ai plus faim. Qu'est-ce que tout ça va devenir demain? Faut en faire profiter quelqu'un. Oh, les vagabonds trouveraient ça si bon. C'est l'occasion de faire une bonne action avec toutes ces provisions. Au diable le lapin que tu m'as posé ce soir méchante, je l'ajoute au menu avec toutes ses vertus réconfortantes. Oh, les pauvres vont faire un vrai réveillon. J'entends déjà le bruit des gros camions de l'abbé Pierre et ses longs jupons. De l'abbé Pierre et ses longs jupons. Et alors donc, un monsieur, alors j'habite un immeuble avec beaucoup d'étages et je suis tout en haut, donc je passe souvent beaucoup de temps dans l'ascenseur, enfin plus que beaucoup de gens. Plus que la personne qui il faut l'attendre, c'est long, les voyages sont assez longs, donc ça favorise les échanges. Et j'ai un monsieur dans mon immeuble, je crois qu'il est au 8e, moi je suis au 13e, et je le rencontre souvent, il adore la musique, tout ça, et la dernière fois il m'a quand même appris quelque chose sur cette chanson. Voilà, un monsieur érudit. Et donc à la fin on dit de l'abbé Pierre et ses longs jupons. Et il m'a expliqué qu'il y a une espèce de jeu de mots référentiel d'époque, parce qu'il y avait une petite une petite opérette à l'époque qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait La Guêpière et les longs jupons. Bien, bravo. Ouais. Voilà, mais bravo à ce monsieur. Bravo à ton voisin. Mais je dirais. Encore plus fort alors. Alors moi, contrairement à ce que tu disais... tous les textes comme ça se trouve, il y en a partout. Là, on n'a pas fini. Moi, je pense, contrairement à ce que tu disais, que Boris Vian, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que oui, il serait très content de la musique de JP. Donc je vous demande de l'applaudir à nouveau. Non, c'est vrai, si on m'avait dit au moment où je lisais l'automne africain au lycée, quand j'avais 12 ans, que j'allais signer le chanson avec Boris Vian, ça m'aurait fait drôle. Ouais. Alors donc vous aurez noté pourquoi je parlais de modernité dans l'écriture de Vian. Ça c'est le début aussi de... Ouais. C'est l'abbé Pierre, donc c'est une référence, tout le monde a réagi, ça nous parle encore, parce que l'abbé Pierre, voilà, c'est Emmaüs, c'est 1954, c'est contemporain de Vian. Mais il avait quand même le truc pour choper quelque chose qui a été des références qui sont devenues des références importantes. Il y a une chanson où il parle d'Aznavour aussi, Aznavour qui n'était pas encore ce qu'il est
devenu. Mais en tout cas, il y a très peu de choses datées ou trop référencées dans l'époque dans les textes de Vian. C'est ce qui les rend faisables. C'est pour ça qu'on peut, 50 ans après sa mort, faire une chanson avec lui, d'une certaine manière. C'est que... et puis ça, c'est quand même un texte qui est vraiment à double lecture, qui est formidable, parce que la chanson est très 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 drôle, et en même temps, socialement, il y a un vrai parti pris, et puis il y a une vraie prise en compte. C'est quand même beaucoup plus amusant que quand on dit aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus léger. Finalement, ça pose la question de façon beaucoup plus étonnante, et c'est très très pertinent. Et c'est quelque chose qui s'est un peu dévoyé après, parce qu'il y a eu de la chanson un peu bonne conscience comme ça. Enfin, il y en a souvent. On nous dit attention. Chanson pour l'Éthiopie ou les choses. Voilà, comme ça. là je trouve qu'il y a vraiment tout le talent de Vian d'écrire. On sent que c'est écrit vite aussi, comme ça. Et puis c'est un coup de gueule, je pense. Voilà, il est devant effectivement le début, c'est l'ère de la consommation galopante et cette prise de conscience là. Mais d'arriver à en faire une chanson aussi légère, c'est formidable. Alors, comme je disais, il a dû renoncer à la trompette, il a renoncé au chant, et il faut bien qu'il vive, d'autant qu'il n'est plus ingénieur. Donc il va accepter d'avoir un emploi salarié. Il est un génie. Il est ingénieur. Et ingénu aussi. Ça, je sais pas. Et ingénieux. Donc on lui propose, c'est Jacques Canetti, toujours lui, qui lui offre un poste de directeur artistique. Enfin au départ, conseiller à la direction artistique chez Philips. Alors on lui confie les répertoires jazz évidemment, variété. Ensuite on va créer un label uniquement pour lui, on va lui confier Fontana en France. Et ensuite, à la fin de sa vie, il va rejoindre l'équipe d'Eddie Barclay, un autre grand fan de jazz qui a quand même débuté en effectuant une petite révolution. C'est le premier producteur de disques en France qui va croire au 33 tours, qui est un format américain, évidemment, né en 1948. Et Barclay dit oui, je mise là-dessus, moi ça va marcher, alors que les autres continuent à faire des 78 tours, lui se lance dans le 33 tours. Alors, il faut voir dans Eddie Barclay pas juste le vieux monsieur un peu caricatural de la fin de sa vie qui faisait des fêtes en blanc à Saint-Tropez, c'est une espèce de... Il l'avait bien mérité, moi je dis. Voilà, c'est un grand monsieur, un visionnaire de la musique, un musicien, un entrepreneur qui va faire confiance à des gens, développer des catalogues. Peut-être qu'il manque des costumes blancs aujourd'hui dans le disque. Il manque d'Eddie Barclay, oui, c'est sûr. Parce que c'est des gens qui connaissent, qui avant d'être des patrons, des gestionnaires d'entreprises et qui éventuellement arrivaient à rendre prolifique un business, c'est quelqu'un qui est musicien, qui a écrit lui-même des chansons, qui a une super écoute, qui va profiter du fait que effectivement c'est le moment où on commence à avoir des artistes un peu jetables, enfin il y en a toujours eu, mais comme ça rapporte quand même de l'argent, il en profite pour investir cet argent pour développer d'autres artistes comme des Jacques Brel ou des gens qu'il va chercher dans les caveaux comme ça, et puis il va soutenir sans faille. Donc ça c'est très élégant, c'est aussi élégant que ces costumes blancs. C'est vrai que aujourd'hui, ce sont un peu les comptables qui gouvernent, mais ça, on vous le réserve pour la fin. On a trouvé un petit texte pas mal du tout là-dessus. Ouais. Donc Vian, il a la marge de manœuvre de signer des artistes. Alors, comme il écrit en plus plutôt bien, on lui confie les notes de pochette. Donc, avec une écriture très didactique et très pédagogique, comme ça, il présente les gens. Donc, il écrit des notes de pochette pour Brassens. Brassens qui est aussi un talent émergent à ce moment-là. Gainsbourg, premier album, et aussi le jazz qui lui tient tant à cœur. Il va développer toute une collection pour faire connaître le jazz au grand public. Et là, c'est une collection très haut de gamme, c'est pas du tout du bas de gamme, c'est pas du tout des compilations vendues en supermarché. D'ailleurs, à l'époque, les disques ne se vendent pas encore en supermarché. Mais il y a un côté transmission chez lui. Il est vraiment le passeur entre la culture américaine, le courroie de transmission entre la culture américaine et la France. Et d'ailleurs, il a une relation très privilégiée avec les musiciens de jazz américains, puisque en général, c'est à lui qu'on confie d'aller les chercher. Il va les accueillir. À l'époque, c'est l'aéroport du Bourget. Il y a des photos où il accueillit Duke Ellington. Comme ça, Duke Ellington vient avec cette définition. Il dit Duke Ellington, c'est Dieu. Et si vous avez lu L'écume des jours, il dit voilà, la vie ne vaut d'être vécue que pour deux choses, c'est les jolies filles et Duke Ellington. Et quelqu'un qui pense ça, finalement, nous, ça nous plaît. C'est peut-être... On n'est pas loin d'être d'accord. Il est aussi un des premiers à croire en Miles Davis, qui a fait une petite carrière aussi après d'ailleurs, donc il a eu un certain flair. Donc il est vraiment, c'est le contact français de ces artistes-là, c'est Boris Vian, c'est lui qui est le plus enthousiaste, il les défend. Alors il les défend aussi dans les colonnes de Jazzot, publication dans laquelle il va avoir un
un échange souvent assez houleux avec un autre critique, Hugues de Panassier, qui défend une autre vision du jazz. Donc Vian est quand même sur des partis pris comme ça de pas du tout tourner le doigt à la modernité. Il y a le bebop qui aujourd'hui est quelque chose de très acceptable. À l'époque, c'était un peu audacieux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la musique et qui profite de cette position de directeur artistique pour imposer ses choix, ses goûts, et avec au départ une certaine liberté qui va être réduite, peut-être justement, comme tu le disais, à mesure que ce métier va s'industrialiser et perdre le côté artisanal et un peu léger des débuts. Ça devient une industrie finalement assez vite. Oui, en même temps, ce qu'il ressent lui, à l'époque, c'est pas très 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 violent. C'est juste que lui est peut-être un peu plus visionnaire, un peu plus sensible aux choses, très très à l'écoute, parce que ça va mettre du temps. Derrière lui, il y a encore les années 60 qui sont encore un âge d'or où il y a beaucoup de créativité, où les artistes peuvent s'exprimer. Et puis ça va aller de mal en pis, mais c'est vrai qu'on dirait qu'il sait ce qui va se passer 30-40 ans après, quoi. En tout cas, il y a aussi un autre tournant que Vian ne va pas connaître lui, mais c'est donc toujours Jacques Canetti, qui est le patron de Philips, qui est pas le patron, qui est un des directeurs artistiques, qui donne sa démission en 61, le jour où Philips va signer un certain Johnny Hallyday, lui qui a totalement disparu, il n'a pas du tout fait carrière. Là, pour le coup, on va s'imaginer qu'on est dans une France sans Johnny Hallyday. Il faut beaucoup d'efforts, je sais, mais... Donc il y a aussi un tournant, c'est les yéyés, voilà, c'est une autre... On est juste avant ça, on est au moment un peu charnière comme ça. Boris Vian continue, je parlais des traductions qu'il a effectuées pour des chefs-d'œuvre de la littérature comme Raymond Chandler ou des gens comme ça. Il y a aussi un grand travail d'adaptation de chansons qui va être très important pour lui à partir de 1957. Et d'une manière assez anarchique comme ça, pas du tout organisée, c'est en fonction des coups de cœur qu'il a pour des répertoires ou des chansons. Il a envie de faire découvrir des choses, c'est toujours cette notion de faire passer. La première adaptation qu'il a jamais faite, c'est en 1950, c'est Sam Song, qui est un des chansons du répertoire de Sinatra, qui est devenu la chansonnette. Il traduit des chansons américaines, bien évidemment, mais aussi allemandes, on verra, italiennes, et on a retrouvé aussi une chanson japonaise qu'il a traduite. Donc quand même assez... Toujours cette richesse et cette diversité des répertoires. Il disait à propos de ce travail, il était très modeste aussi, c'était vraiment un adaptateur, il collait au texte d'une manière très fidèle, il n'était pas en train d'ajouter, c'est pas Charles Baudelaire en train de traduire Edgar Allan Poe qui va ajouter sa touche baudelairienne, c'est quelque chose de beaucoup plus fidèle. De toute façon, il n'y a pas d'ego dans le travail de Vian, il n'y a pas de trace de vouloir absolument marquer toutes les choses de son sceau, et il fait pas du Vian, il fait ce qu'il estime être juste, avoir à faire. Selon les exercices dans lesquels il est, et il n'y a pas j'impose ma patte, et puis du coup je pense qu'il se prend pas trop au sérieux, donc du coup il fait ça sérieusement mais sans se prendre au sérieux, parce qu'il y a une nuance importante. Il n'a pas peur du ridicule, il n'a pas peur du tout, il n'y a pas d'image. Bon, c'est une époque où effectivement on a moins de problèmes à contrôler son image, mais quand même il y a quelque chose de très, très généreux, quoi, et très modeste justement. Alors, à propos de ce travail, il disait: le devoir de l'adaptateur est de ne pas rendre les chansons meilleures qu'elles ne sont, en particulier, et de ne pas gâcher un bon sujet. Alors là, on a une bonne chanson, un bon sujet, qui est Complainte de Maquis, qui est un extrait de l'opéra de Katsu de Brecht et Kurt Weill. Le temps long, redoutable, le requin tue sans merci, le surin au fond de la poche, sans reproche, c'est maquis. Sur les bords de la Tamise, le sang coule dans la nuit. On périt les poches vides, poches pleines, quelqu'un fuit. Gens de bien ou hommes riches disparaissent au grand jour. Sur leur trace, quelqu'un passe qui ramène le butin. Génie-troller agonise, un couteau entre les seins. Sur les rives, dans l'eau,
Monsieur Maquis s'en lave les mains, et la veuve d'âge tendre que l'on viole dans son lit, que l'on vole sans attendre, le gentleman s'est maquis. Le feu gronde dans la ville, le feu brille, la mort vient. On s'étonne, on questionne, oui, mais qui ne sait rien. Le sang coule des mâchoires au repas du grand requin. Main gantée, nappe blanche, Monsieur Maquis croque son prochain. Main gantée, nappe blanche, Monsieur Maquis croque son prochain. Da 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 da. Da 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 encore un peu, c'est vachement beau. Wow. Merci. C'est une belle surprise, c'est un beau cadeau parce que ça fait quelques fois qu'on donne cette conférence ensemble et vous êtes les premiers à chanter. Donc merci vraiment et bravo. Donc là, ça va être le moment du rappel. Vous allez faire semblant. JP fait semblant de partir et tout à l'heure, vous allez faire semblant de le rappeler. Ou peut-être qu'en fait, je vais vous demander de chanter la dernière à sa place, s'il ne revient pas. Alors, je parlais du travail de Boris Vian dans les maisons de disques. On a retrouvé un texte. Alors, il a écrit beaucoup. Tout ce qu'il vivait, Boris Vian l'inspirait dans l'écriture, évidemment. C'est ce luxe quand on écrit, c'est qu'on peut s'exprimer et se défouler dans l'écriture. Et toute son expérience de directeur artistique a nourri un recueil, en fait plusieurs, mais le premier en Avant la Zizi, qui est par ici, Les Gros Sous, dans lesquels il va décrypter l'envers du décor, c'est-à-dire analyser le fonctionnement, ou plutôt en l'occurrence le dysfonctionnement de l'industrie musicale. C'est un texte assez au vitriol, qu'on peut dire, qui a été écrit le 15 mai 1959, donc un mois avant sa mort, et qui est assez, finalement, qui anticipe un peu ce qui va se passer pendant les 50 ans qui suivent dans les maisons de disques et dans l'industrie musicale. Ouvrez les guillemets. La totale inculture musicale d'un tas de directeurs artistiques, la flemme caractérisée d'un tas d'artistes, l'incapacité dans laquelle se trouvent nombre d'éditeurs d'imaginer l'arrangement d'une chanson qu'on leur joue au piano, l'enregistrement pitoyable de pas mal de disques français, la prolifération d'auteurs-interprètes dont beaucoup confondent chansons emmerdantes avec chansons poétisme, le snobisme de divers producteurs radio, le côté ignare à la puissance 5 de presque tous les chroniqueurs journalistes de la grande presse, l'avidité de pas mal d'éditeurs épiciers, la dépendance dans laquelle se trouvent des tas de marques de disques, et j'en passe et des pas mûrs. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même pour ce texte. C'est un texte de 1959, mais il pourrait vraiment être signé en 2009. En tout cas, voilà, on parle de crise du disque, on parle de dématérialisation, on parle de MP3. Mais d'une certaine manière, Vian avait senti tout ça venir sans formuler les mots, sans forcément voir, mais c'est assez impressionnant. Donc évidemment, il donne sa démission de Fontana par dépit, par dégoût. Le seul qu'il retient vraiment, c'est Barclay, parce qu'il lui dit, écoute, tu fais absolument ce que tu veux, parce que les autres avaient quand même essayé de lui demander des comptes, de lui demander, mais non, mais ça ne vend pas. Barclay, son dernier emploi salarié chez Barclay, lui dit, tu fais ce que tu veux.
il est quand même toujours, il a un œil sur le système américain, c'est-à-dire que son modèle reste la musique américaine et le fonctionnement des maisons de disques aux États-Unis, qui est selon lui beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus productif aussi. Et donc il se débat avec la frustration, la petitesse de ce milieu en France. Et la chanson va quand même demeurer, même s'il s'en occupe moins, à la fin il est vraiment sur les catalogues jazz, mais c'est un peu son dernier refuge. Il n'y a plus la littérature pour espérer en vivre, il n'y a quasiment plus la direction artistique. La récréation des dernières années de Vian, c'est cette collaboration avec Salvador qui va devenir vraiment très importante, puisqu'il se voit tous les jours, ou presque. Et tous les jours, au moins une idée de chanson. Alors, Salvador se rend chez lui, Cité Véron, là, et j'ai eu la chance de rencontrer Henri Salvador à plusieurs reprises, qui disait que c'était vraiment des grandes tranches de rigolade et aussi du travail. C'est-à-dire qu'il travaillait sans en avoir l'air, ce qui illustre bien le thème de cette chanson-là, qui n'est pas la dernière d'ailleurs. Et donc c'est vraiment l'ami des bons moments. On a été obligé d'en garder une seule. Ils en ont écrit, je crois, plus d'une centaine ensemble, qu'on ne connaît pas toutes encore, mais celle-là est quand même assez symptomatique d'un registre qu'on n'a pas entendu jusque-là et qui montre bien ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Ça s'appelle Je peux pas travailler. Ouais, j'ai loupé quoi ? La lettre ? Oui, la lettre, le ouais. texte. Je voulais pas entendre ça, ça me déprime. Parce que moi, je continue à faire ce métier. Et moi aussi, quand il dit dans le côté ignare la puissance 5 de presque tous les chroniqueurs journalistes de la grande presse. Donc, merci. Sans arrêter parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne peut rien acheter pour nourrir tes parents. Mais je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis, ça me fait mal au coccyx. Aujourd'hui, le directeur des galeries La Fleur m'a offert une situation de garçon d'ascenseur, mais je peux pas travailler en l'air, ça me donne une crise de nerfs. Je peux pas travailler en boîte, j'ai les poumons comme de l'ouate. La voisine m'a proposé de laver ses carreaux et elle m'a apporté un énorme escabeau. Mais je peux pas travailler perché, j'ai le foie qui va se décrocher. Je pourrais travailler couché, mais personne ne veut m'embaucher. Onésime qui tient l'orchestre au dancing du Carrefour m'a demandé d'entrer chez lui pour jouer du tambour. Mais je peux pas travailler dans le bruit, ça me donne des tas de maladies. Je peux pas travailler des bras, j'ai l'épaule qui ne tourne pas. Monsieur Jean, le commerçant qui a des plantations, me dit Jules, viens donc chez nous, faut cueillir le coton. Mais je peux pas travailler courbé, j'ai les doigts de pied recourbés. Je peux pas travailler perché, ma colonne ne veut pas se plier. La Julie, une bonne copine qui bosse à l'extérieur, me suggère de m'occuper de son petit intérieur. Chouette, chouette, je vais pouvoir travailler couché, t'auras plus rien à me reprocher. Mais je vois pas pourquoi t'es fâché, ton bonhomme est embauché. Alors toi t'es marrant, moi qui vais encore trouver le travail de mes rêves. Petit clin d'œil à Salvador en plus d'Hommage à Vian. Voilà. Ah bah c'est tout lui. Oui, là on est. Mais faut bosser pour faire des chansons comme ça. Couché. Nous allons aborder la question de l'héritage Vian, non pas parler d'argent, hein, bien sûr, mais de l'héritage des chansons, l'œuvre chantée.
Alors lui, on a enregistré seulement 16 de son vivant, mais on a 160 en tout qui l'ont été à l'époque où il était en vie. Et en 50 ans, évidemment, beaucoup de gens se sont frottés à ce répertoire. Et ce qui est bien, et ce qui est vraiment là où ça lui ressemble, c'est que ça part dans tous les sens. De Dario Moreno à Jacques Higelin, de Maurice Chevalier à Magali Noël, de Bernard Lavillier à tous ceux qui sont présents sur le disque qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est que Vian, aujourd'hui, et à tout le monde, il y a tellement de facettes dans son répertoire que finalement, il peut être pris par des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Entre Juliette Gréco et Didier Vampas, il n'y a pas vraiment beaucoup de points communs, et pourtant, ils ont aujourd'hui Vian en dénominateur commun. Parce que c'est un univers à 360 degrés. Personne ne peut dire j'aime pas Vian. Non, c'est vrai que... Une chanson qu'on aime, il y a forcément un livre, il y a forcément quelque chose, un poème, voilà, je sais pas, il n'y a pas de raison. C'est vrai même sans penser qu'on l'aime, on aime peut-être un disque qu'il a sorti quand il était directeur artistique. Oui, on a toujours un lien avec Vian. Moi, quand j'ai assemblé les artistes pour faire ce projet de disque, personne ne m'a jamais dit non. Quand on dit Vian, toutes les portes s'ouvrent, tout le monde a le sourire et dit ah oui, Boris Vian. Et pourtant, c'est assez méconnu quand on se penche. Bon, évidemment, c'est difficile de connaître 500 chansons, mais effectivement, Vian, on connaît les 15 ou 16 qu'il a enregistrés, et pas vraiment au-delà. Alors j'espère qu'on vous a permis aujourd'hui d'en découvrir peut-être de nouvelles. Enfin, en tout cas, la balade du lapin, c'est sûr que... Sauf si vous avez acheté le disque, vous ne la connaissiez pas. D'ailleurs, achetez-le. Et voilà, il y a évidemment, lui, c'était un seul disque de son vivant qui est Chansons possibles et impossibles. J'ai parlé du tube. J'ai parlé on a parlé de Gainsbourg, mais je crois que finalement on a parlé de tout, là. Non, on est plutôt... Est-ce qu'on a oublié des choses? Là, c'est le fait que tu partes, moi ça m'a déconcentré. Hein, ça... C'est vrai. Ouais, mais je suis plus impressionné que d'habitude. On est assez impressionné, oui. Je pense que ça se voit. Mais en tout cas, vous êtes très à l'écoute. En plus, on est vraiment en pleine lumière, donc on ne peut pas vous oublier du tout. Merci, je tiens à remercier Pierre pour nous avoir fait confiance et nous avoir accueillis ici. Je vous demande de l'applaudir. J'espère que Pierre, tu ne le regrettes pas. J'espère que vous-même ne le regrettez pas. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute, de votre attention. Ouais. On va se quitter avec un tube, un énorme tube pour le coup celui-là, et vous avez le droit de chanter avec JP. Vous êtes même encouragé à le faire parce qu'en plus vous chantez bien. Bonne soirée. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est foulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai avec tard de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'obstine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan et en bas c'était pas tant. Ce qui prouve qu'en protestant, tant qu'il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. JP Natter, s'il vous plaît. Merci. JP, Olivier Luc, une autre. Allez, on va refaire. On n'est pas là pour se faire engueuler, je crois. Hein, on est obligé. On n'est pas là pour se faire engueuler. Tu le refais? Ouais. D'accord. Je vous rappelle que ce soir, JP, j'ai mal expliqué tout à l'heure, chante son nouvel album qui s'appelle Claire. C'est pas du Boris Vian, c'est du JP. C'est un album magnifique, c'est gratuit, c'est au Showcase. Et j'ai oublié de vous dire où c'était, c'est dans le quartier du Triangle. C'est une boîte branchée pour les jeunes, donc vous allez découvrir ça. Et je le redis, il y a des chaises pour nos adhérents. Je plaisante. Dans tous les cours de gym, les profs me disent « Mais elles sont épatantes, tes adhérentes. On peut même pas imaginer qu'elles ont 92 ans, c'est incroyable. » Non, c'est vous qui la chantez là. Olivier. 21h. Tu la chantes? Viens là, viens regarder moi. Allez, tout le monde. Je vous fais juste le début. Attendez, radio. Un bon matin de juillet, chez soi, ça ferait du tort à la République.
Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Toujours de la très à l'aise, voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour faire une petite délote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors les verres. Ne t'obstine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort ce soir-là qu'on l'a trépassé sans même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche des guichets, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Je me demande s'il y avait une version où il dit gueuler d'ailleurs. Hein, c'est ça, gueuler. Hein. c'est censuré. Se met à gueuler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, même nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan et en bas c'était épatant. Non, mais faut que quelqu'un le dise. Quelqu'un connaît la fin. Il y a une chute. Ce qui prouve quand qu'il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Voilà. En tout cas, Olivier, malgré toute l'amitié que je te porte, il vaut mieux que tu restes au Figaro. Quand même.